Jean-Philippe, dans un parcours qui est celui que vous avez eu, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, vous avez eu des obstacles, des épreuves. On peut en parler un petit peu? Oui. Oui, bien sûr. Alors, il y a des obstacles au plan professionnel, et puis évidemment, il y a aussi des obstacles, voire des fois des drames au plan personnel, comme chacune a dans sa vie. Alors, au plan professionnel, je dirais qu'une de mes premières grandes leçons de management, de leadership, et à l'époque, je n'avais pas les mots pour appeler ça leadership positif, mais c'était un vrai épisode formateur pour moi, leadership positif. C'est une réunion que j'ai eue dans la fin des milieux des années 90, où j'étais jeune directeur général de Microsoft France, dont j'ai parlé un petit peu tout à l'heure, et où je devais présenter les résultats de la filiale dans un exercice très institutionnel qu'on avait pendant 15 ans chez Microsoft, qui s'appelait la Media Review, qui est une vraie messe où vous allez inspecter votre business avec 200 slides dans toutes les dimensions, 12 heures d'affilée avec toute l'équipe de leadership. Face à qui? Face à Steve Ballmer, qui était le numéro 2, futur CEO de Microsoft à l'époque. Exercice pas facile. Voilà. Et à l'époque, juste un tout petit contexte rapide, la filiale française était en train de changer ses prix pour converger vers un modèle de prix unique européen et de baisser nos prix de manière radicale, 40-50%. Autant dire que mon chiffre d'affaires à prévision n'allait pas à la hausse, donc c'était pas terrible, et que j'ai eu 10-12 heures très éprouvantes à convaincre ou essayer de convaincre que le plan mis en place pour gagner en part de marché, malgré la baisse de prix, allait porter ses fruits. Et sincèrement, vu l'intensité des questions, des échanges avec Steve Ballmer et puis d'autres personnes, parce qu'il n'était pas tout seul, j'ai cru, s'il devait être 21h, que ma carrière s'arrêtait là. Elle s'arrêtait là, et que ce rêve que j'avais vécu déjà depuis quelques années chez Microsoft allait s'arrêter là. Et là, ça a été un des moments forts vraiment de ma carrière de l'époque, jeune et qui m'a poursuivi positivement, c'est quand Steve Ballmer a conclu en disant en fait, Jean-Philippe a s'adressé à moi et à toute l'équipe de leadership française, d'abord je ne suis pas content des résultats. Il avait raison, les résultats n'étaient pas à la hauteur des objectifs qui étaient espérés, mais j'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi, j'ai confiance en ta ténacité, j'ai confiance également à ta capacité à regrouper un petit peu toutes les troupes françaises. Et là, ça vous a donné envie et aller bâtir quelque chose de très fort. Et je te donne rendez-vous dans 6 mois, bien sûr, pour montrer que tu es à la hauteur. Mais cette conclusion m'a donné une telle pêche, un tel optimisme par cette confiance qu'il a instillée en moi. Et c'est resté un moment fort quand plus tard dans ma vie, où j'ai moi-même fait ces mêmes messes avec des tas de CEO, j'ai essayé toujours de me rappeler dans des situations très compliquées pour des personnes en face de moi. J'ai des hommes, des femmes qui sont en train de vivre des drames professionnels et des fois des choses personnelles aussi d'ailleurs qui se mêlent à ça et qui souhaitent toujours faire la part des choses, des faits, des personnes et la capacité d'instiller la confiance dans les acteurs pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Bien sûr. Et donc cette énergie qui vous habite, parce que vous avez voyagé à travers le monde, vous descendez d'un avion pour assister à des réunions et animer des réunions qui durent plusieurs heures. D'où elle vous vient, cette force? C'est quoi? C'est la passion du métier? C'est réellement la passion et l'envie d'apprendre. Je pense qu'il y a deux ça suffit pour tenir le coup physiquement? Il faut avoir physiquement une bonne nature, comme on dit, l'entretenir. Donc j'ai essayé aussi régulièrement tout au long de ma vie de m'entretenir physiquement, une hygiène de vie qui soit forte. Mais je crois énormément dans la passion. Et le fameux growth mindset, c'est le terme qui a été donné ensuite par Carol Dweck, de cet esprit apprenant. On peut apprendre de toute personne, de toute chose, de toute activité à tout moment de sa vie. C'est clair. La question est de dire comment on prépare son esprit à être ouvert pour accueillir cet apprentissage. Alors parlons de Live for Good. Comment c'est arrivé dans votre vie, ça? Alors Live for Good, là, a surgi fin 2015 et a été construit autour d'une tragédie dans ma vie familiale, la perte de mon fils Gabriel. Gabriel avait 22 ans. Et Gabriel nous a légué à mon épouse, à mes 2 filles, donc Pascal, Aurore, Romane, quelque chose de très fort qui était des valeurs qu'il avait, d'aller aider les autres personnes qui étaient moins privilégiées que lui. Et il avait ce sens aigu de dire, et c'est une citation qu'il m'avait envoyée par message, en anglais, parce qu'on avait vécu quelques années aux États-Unis, il préférait presque parler en anglais qu'en français, il parlait très bien évidemment les 2 langues, qu'il avait ce désir vital d'aider positivement la vie des autres. Et il avait créé un site web qui s'appelait Live for Good, suite à un voyage en Malaisie où il avait aidé une ONG américaine connue qui s'appelle Habitat for Humanity à construire des maisons en mortier pour des gens qui n'ont pas de maison. Et en revenant, il a codé un site web qui s'appelait Live for Good pour
lever des fonds pour aider à financer ça. Et il a réussi à lever des fonds. Il a levé quelques petits fonds, ce n'est pas énorme, enfin il avait commencé à faire ça. Et donc, bon, en fait, quand vous êtes une famille de 5, et je ne dis pas que c'est un doigt qui manque, c'est plus qu'un doigt, c'est une fonction qui disparaît, enfin qui disparaît pas totalement, c'est justement c'est l'enjeu qu'on a essayé en tant que famille de bâtir et de se bâtir un horizon. Et cet horizon, il était à la fois de famille, il est aussi très personnel, parce que chacun, chacune, notamment les 3 femmes de ma famille, ma femme et mes 2 grandes filles, qui ont grandi depuis, chacune avait un vécu de cette tragédie évidemment très personnelle. Et donc on a créé Live for Good rapidement, quelques mois littéralement, après une longue marche dans les Alpes, je me rappelle très bien, on était assis dans l'air, on se dit mais qu'est-ce qu'on peut faire pour nous donner un futur, tout simplement. Parce que sincèrement, c'est formidable, cette donner un futur pour une forme d'espérance, une envie de faire vivre des valeurs que Gabriel nous avait laissées en héritage. Donc toute la famille aujourd'hui s'occupe de Live for Good. Alors différemment, chacune mais personne. Vous êtes tous soudés autour de lui. Oui, on a régulièrement. Oui, on va avoir un atelier stratégie cette semaine. Voilà, il y a une partie où les cofondateurs, nous sommes les cofondateurs de Live for Good. On apporte une discussion vraiment venant des cofondateurs sur les valeurs, le futur de Live for Good, alors qu'on est une équipe de 10 salariés, avec une mission qui est de révéler le potentiel de jeunes venus de tous horizons par l'entrepreneuriat impact. Donc en fait, notre enjeu, c'est d'aider toute une nouvelle génération qui a entre 18 et 30 ans, dont au moins 50% de public fragile, c'est-à-dire vraiment des jeunes de quartier, de zones rurales, RSA, scolaire, handicap, et des jeunes où tout va bien entourés, bonne famille, bac plus 5, etc. Et de les mélanger ensemble. On les mélange ensemble sur des campus, 3 fois 3 jours. On les mélange ensemble dans la co-innovation de modèles d'économie circulaire, avec un impact positif social et environnemental pour créer des startups à impact. Voilà. Quelle formidable ça nous donne de la joie. Parce qu'on est dans le donner-recevoir. On rencontre et on vit avec ces jeunes littéralement année après année. On les voit grandir, on les voit devenir des rôle modèles. C'est ce qui nous... en fait, on a cette vision parce que vous avez une traçabilité des premiers, oui, bien vous sûr. Les et notre vision, c'est de dire faire émerger une nouvelle génération de leaders positifs qui entreprennent pour le bien commun. Et je suis très convaincu qu'avoir des rôles modèles hommes-femmes, il y en a un sur 2 qui est une femme d'ailleurs, mais oui, c'est ce que vous m'avez dit, qui viennent d'environnements très différents et qui portent ces projets qui sont magnifiques, qui sont des projets de santé mentale, qui sont des projets d'alimentation régénérative, qui sont des projets d'inclusion sociale, lien social intergénérationnel, mais qui sont des entreprises. Ce n'est pas de la philanthropie, j'aime beaucoup la philanthropie aussi. Sont, je pense, un moteur incroyable de montrer au modèle de l'entreprise établie que j'ai connu pendant toute ma vie, de très grosses boîtes comme Microsoft, qu'il est possible d'harmoniser finalement l'impact économique et financier qui est nécessaire pour une boîte, pour grandir, et par rapport à ses actionnaires, avec des externalités qu'on veut construire de manière positive dès le début et pas simplement négative pour les minimiser, vers le social et l'environnemental. C'est formidable. Vraiment, on ne peut que vous féliciter pour telles actions et on inscrira le moyen de contribuer à cette association en fin d'émission. Merci.